Iniesta. ¡Voy fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Chapin. 958, record du monde. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. Pour bien commencer ce mercredi matin, j'avais envie de vous partager une des nombreuses histoires passionnantes que peuvent offrir les compétitions internationales. Ce matin, j'avais un peu teasé tout à l'heure, mais il est question du parcours des Comores lors de la CAN 2021 au Cameroun. Retour donc début 2022. La pandémie de Covid-19 a retardé l'échéance pour les Comoriens et les 23 autres sélections africaines qui se sont qualifiées pour cette CAN au Cameroun. C'est la première fois que l'État insulaire, dont la sélection est surnommée les Selacantes, en référence au poisson préhistorique que l'on croyait éteint mais qui a réapparu au large des Comores, participe à la plus grande compétition africaine de football. Le groupe retenu par le sélectionneur Amir Abdou n'est bien évidemment pas le plus terrifiant de la compétition. Sur les 25 joueurs sélectionnés, un peu plus d'une quinzaine seulement évoluaient avec le statut de joueur professionnel. Beaucoup de joueurs sont issus de la diaspora comorienne, très importante dans des villes comme Marseille, notamment surnommée la 5e île des Comores par certains, ou d'autres grandes villes françaises telles que Lyon, Nice ou Dunkerque. Quasiment tous les joueurs évoluaient en Europe et donc principalement en France. Parmi les noms les plus connus de cette sélection, on peut citer Fouad Bachirou, mon chouchou pour ceux qui auront la référence. Bachirou qui a eu une carrière plutôt prolifique en Suède, vainqueur de la Coupe nationale avec l'Östersunds FK en 2017, un passage manqué ensuite en Angleterre, puis une deuxième partie de carrière très bien établie dans le club dominant le championnat chypriote, l'Omonia Nicosie. Enfin, d'autres noms comme ceux de Youssouf Mchangama et de Chaker Aladur sont aussi connus. Sur le papier, les Comores apparaissent comme le petit poussé de la compétition avec la Sierra Leone, d'autant plus qu'après le tirage au sort, les Selacantes finissent dans le groupe C, un groupe ultra relevé composé des Marocains qui se hisseront jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde 10 mois plus tard, le Ghana, grande force du continent africain, 4 fois vainqueur de la compétition, et le Gabon, sélection certes moins flamboyante que les deux précédentes, mais qui arrive avec des talents individuels rares comme Aubameyang, Lemina et Bouanga. Les Comores démarrent cette CAN par une défaite 1-0 très frustrante face au Gabon. L'ombre du Covid-19 plane encore et les mesures sanitaires mises en place par les organisateurs empêchent une préparation efficace aux sélections, mais c'est encore plus vrai pour le Gabon, affaibli par l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, officiellement atteints par le Covid, mais quand même accusés d'avoir participé à une soirée un peu trop arrosée avant le coup d'envoi de la compétition. Après avoir ouvert le score en tout début de rencontre, les Gabonais ont fait bloc bas devant leur but, tandis que les Comoriens n'ont jamais vraiment pu développer un jeu intéressant. Le deuxième match face au Maroc se solde là aussi par une défaite 2-0, mais une amélioration s'est faite sentir dans le jeu. Les Comoriens apparaissent plus libérés et véritablement euphoriques à l'idée de jouer les Lions de l'Atlas, une des toutes meilleures équipes au monde, dans une compétition à portée mondiale. Le gardien Salim Ben Boina, joueur de National 2, c'est-à-dire le 4e échelon du football français, reçoit le trophée d'homme du match, mais les Comores pointent dernier de leur groupe avec 0 points en 2 rencontres. Le calcul est simple désormais pour les hommes d'Amir Abdou, gagner contre le Ghana pour espérer se qualifier parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poule. Comme le dit Chaker Aladur, les Comoriens n'ont plus rien à perdre, la victoire est obligatoire si les joueurs ne veulent pas rentrer prématurément du Cameroun. Libérés donc de toute pression, les Comoriens commencent le match, prennent rapidement l'avantage grâce à El Fardou Ben Nabouane, puis, aux alentours de la 20e minute, André Ayou est exclu pour un contact qui blesse le gardien Salim Ben Boina à l'épaule. En supériorité numérique, les Comores réussissent à mettre en place leur jeu et font même le break 2-0 à la 62e minute, juste avant que le Ghana ne trouve lui aussi le chemin défilé. Un quart d'heure plus tard, les Ghanéens qui eux aussi doivent l'emporter pour espérer continuer dans la compétition égalisent. De partout, tout est à refaire, mais à la 85e, Ahmed Mogni, auteur du deuxième but des Selacantes, inscrit un doublé et replace l'équipe devant sur le tableau d'affichage. Au coup de sifflet final, la joie est mesurée pour les joueurs des Comores. Pourquoi ? Les 2 buts inscrits par le Ghana minimisent les chances d'accéder à la phase à élimination directe. Avec une différence de but de -2, la qualification des Comores repose désormais sur le résultat des matchs opposant la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ainsi que la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Suspendus devant leurs écrans, le temps s'arrête aux alentours de la 85e minute pour les Comoriens,
quand un pénalty est sifflé pour la Sierra Leone. Les Leone Stars sont menés, mais ont auparavant tenu en échec l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Une égalisation leur permettrait donc de prendre la dernière place qualificative, alors détenue par les Comores. Le gardien équato-guinéen repousse finalement le tir au but, la Guinée équatoriale s'impose et les Comores retrouveront le Cameroun au prochain tour. Face au pays hôte, la tâche semble presque insurmontable. Sauf que si je vous parle de ce parcours des Comores, c'est bien parce qu'il a une saveur particulière. 48 heures avant le huitième de finale des Solacantes, les joueurs sont invités à se prêter au test PCR pour détecter des éventuels cas de Covid. À la tombée des résultats, c'est la stupeur dans l'hôtel des Comoriens. Ce sont au final 12 membres du groupe, dont le sélectionneur et les 2 autres gardiens restants, qui sont testés positifs et qui doivent être mis à l'isolement en attendant le résultat final du laboratoire. Plus tard, des seconds tests sont effectués. Ceux-ci révèlent finalement qu'un des 2 gardiens restants, Ali Hamada, est négatif. Problème, 2 jours avant le 8e de finale, la Confédération africaine de football met en vigueur un nouveau règlement qui stipule que les joueurs contrôlés négatifs après un premier test PCR positif doivent tout de même observer un confinement de 5 jours. Une réclamation est déposée par la fédération, celle-ci n'obtiendra aucune réponse. Sans plus aucun gardien de métier, les Comores doivent donc aligner un joueur de champ dans les cages. Bien conscients que la situation commençait à leur échapper, les joueurs comoriens se sont mis à se tester à l'entraînement. Comme certains le rapportent, paradoxalement, tout le monde voulait prendre le gant et faire honneur au drapeau. Malgré l'espérance qu'Ali Hamada puisse disputer le match, c'est le défenseur central Chaker Aladur, 1m71, qui est désigné comme son remplaçant. Puisqu'ils vont perdre leur gardien et le remplacer par un joueur de champ, les Comoriens décident alors d'utiliser un système de jeu incluant 11 joueurs de champ. Aladur, le nouveau gardien, va donc s'inscrire dans le jeu de l'équipe, faire monter les ballons avec sa défense et mettre au service de ses coéquipiers ses qualités premières de défenseur. Le jour du match, suivant le règlement de la CAF, les Comoriens quittent leur hôtel à 18h pour se rendre au stade où le coup d'envoi est prévu à 20h. Sauf que les Comores affrontent le pays hôte, un match qui devrait drainer davantage de trafic et de spectateurs vers le stade où se déroulait la rencontre. Le bus de l'équipe se retrouve donc bloqué dans les embouteillages. À 18h30, soit 1h30 avant le coup d'envoi, les joueurs sont encore bloqués sur la route et pour ne pas perdre une seule seconde, ils décident d'entamer leur préparation dans le bus, une scène surréaliste alors filmée et postée sur les réseaux sociaux. Le match commence enfin. Chaker Aladur arbore bien un maillot de gardien avec un numéro dessiné par des bouts de scotch. Dès la 6e minute, les Comoriens se retrouvent à 10. Najim Abdou est sanctionné d'un carton rouge après une faute. Karl Toko Ekambi ouvre le score pour les Lions indomptables à la 30e minute, mais les joueurs des Comores ne se découragent pas et continuent à produire du jeu. Réduits à 10, les Comores poussent, font peur aux Camerounais qui peuvent malgré tout compter sur un légendaire André Onana, alors portier pour l'Ajax Amsterdam, qui semble aimanté au ballon. Face à lui, Chaker Aladur n'a pas à rougir, le défenseur placé au cage qui a même avoué après la rencontre qu'il aurait préféré jouer sans gants tant il n'était pas habitué, réalise lui aussi plusieurs parades loin d'être académiques mais tout de même décisives. Il est malgré tout fautif sur le 2e but des Camerounais, inscrit par Vincent Aboubakar à la 70e minute. Menés 2-0, les Comoriens ont 20 minutes pour marquer au minimum 2 buts. À la 81e minute, le milieu de terrain Youssouf Mchangama place son ballon à une 30aine de mètres des buts et se prépare à tirer son coup franc. Ses coéquipiers lui ont bien dit de profiter de ce coup franc pour centrer et chercher une tête dans la surface de réparation, mais lui a une idée bien différente dans la tête. L'arbitre siffle, Mchangama s'élance, frappe et place le ballon dans la lucarne d'André Onana. Un tir imparable, les Comores reviennent à un but seulement. Symptôme des petites sélections, l'arbitre siffle malheureusement à la fin du match avant la fin du temps additionnel minimum, alors même que les Comoriens lançaient une contre-attaque. L'aventure, cette belle histoire, s'arrêtera malheureusement ici pour les Solacantes. Des contes de fées dans le football, ils ne sont pas rares. J'aurais pu parler du parcours du Costa Rica pendant la Coupe du Monde 2014 ou de la victoire 4-1 du FC Metz face au FC Barcelone en 1984. Mais le parcours des Comores dans cette CAN, peut-être moins mentionné ou moins connu, reste puissant pour moi tant on peut avoir l'impression que tout s'abattait contre eux. Je vous invite à aller regarder les résumés des matchs face au Ghana et au Cameroun, mais aussi la lecture des témoignages recueillis par le site SoFoot. Plus qu'une simple sélection nationale, les Solacantes sont une véritable bande de potes, presque une fratrie. Les Comores ne se sont pas qualifiés pour cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire, et la sélection n'est certainement pas la mieux gérée au monde, mais cette performance reste et restera historique pour ce petit état insulaire qui s'est fait un nom dans le football africain.
Mais quel crack, merci Ouais, Baptiste. Ouais, allez, applaudissez dans la salle, c'est bien mérité. Trop bien raconté en plus, j'avoue, Ouais. parcours un peu dingo, qui commence vraiment, genre t'as toutes les pires étapes, il y a le Covid qui vient foutre la merde. Comment ça a changé les entraînements, le Covid, tu sais ou pas? Peut-être moins de contacts Alors, je sais que, en ce qui concerne la CAN et en ce qui a concerné aussi la Coupe du Monde au Qatar, il me semble, les joueurs quittaient leur club donc, pour rejoindre leur sélection nationale plus tard. Ok. Et notamment Fouad Bachirou, qui est un des joueurs essentiels de la sélection comorienne, qui s'est retrouvé bloqué pendant une dizaine de jours, je crois, en Arabie Saoudite, et qui est arrivé la veille du premier match des Comores. Non, Donc mais il n'a pas ouais. pu s'entraîner avec le groupe. C'est un truc de ouf. Et, Sachant qu'en plus, déjà de base, c'est des équipes qui ont moins d'argent, qui ont moins de personnel, Voilà. j'imagine. Voilà, et puis il raconte, c'est des équipes où la fédération va pas payer les déplacements, c'est les joueurs qui payent eux-mêmes leur billet de train ou leur billet d'avion pour aller jouer les matchs internationaux. Waouh. Et ouais, c'est vrai que c'est des parcours assez improbables, un peu aux antipodes des sélections comme la sélection française ou les autres grandes sélections qui sont assez riches. En plus, il y a ce truc, je sais pas depuis quand ça existe. Moi, on me le dit souvent, c'est Arsène Wenger qui a foutu la merde, mais genre maintenant, il y a une certaine professionnalisme extrême des grands clubs, que ce soit dans l'éthique de vie, que ce soit dans les entraînements et tout, et en fait ça crée des disparités. Enfin c'est un peu, comment dire, c'est un peu la spirale négative quoi. Tu es une équipe qui a moins de thunes, donc t'es moins aidé, donc les coups que tu vas prendre, genre le Covid ou deux défaites, ça va être encore plus dur que pour une équipe normale en fait, ou une équipe qui a un bon budget quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a des écarts qui se créent entre plusieurs sélections, mais après l'avantage de ces sélections africaines, l'avantage qui découle de quelque chose qui n'était pas super, la colonisation, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs binationaux qui ont les deux nationalités, qui peuvent évoluer en Europe, être formés en Europe, profiter des structures européennes, et qui après, si les projets sont intéressants, je pense notamment au Cap-Vert qui s'est qualifié pour les quarts de cette CAN. Ouais. Le Cap-Vert qui a, je sais pas, 300 000 habitants, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être une grosse, hein. Mais c'est assez improbable que ce genre de pays réussissent à performer dans des compétitions aussi relevées, mais là aussi ça vient par un projet qui est mis en place qui convainc plusieurs binationaux d'aller jouer pour le Cap-Vert ou pour les Comores. Et c'est vrai que justement les joueurs comoriens, il y en a beaucoup qui viennent de France, il y en avait un aussi qui venait des États-Unis. Enfin, quand il y a des personnes compétentes qui sont mises en place, malheureusement c'est pas tout le temps le cas dans les sélections les plus pauvres comme en Afrique ou en Asie, où malheureusement il y a encore pas mal de problèmes à ce niveau-là, pas mal d'argent qui est perdu dans ces sélections, mais quand il y a des personnes compétentes qui sont mises en place, ça performe, et surtout au niveau africain où le football est en train d'évoluer. Ouais, de ouf. En plus, oui, la CAN, ça prend de plus en plus de popularité tous les ans. Tout à fait. T'as la Coupe des quartiers aussi, la CAN des quartiers, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'avais juste. C'est bien cette sélection qui avait le commentateur complètement fou. Oui. T'as fait une ref. Ouais, justement. Je vous invite à aller Ouais. regarder aussi les vidéos. J'ai plus le nom du commentateur, mais qui. T'as l'impression que c'est leur cousin. Enfin, Ouais. c'est genre leur oncle qui commente leur match. C'est impressionnant. C'est trop drôle. Il y a aussi, ça me fait penser, il y avait la Coupe du Monde de rugby là, l'année dernière, il me semble. Et il y avait un peu le même parcours pour le Portugal qui s'est qualifié contre les États-Unis un peu de manière inattendue. T'as plein de joueurs qui sont binationaux qui ont choisi d'aller au Portugal parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de jouer pour d'autres pays ou qui ont envie de jouer pour le Pas Portugal. mal, et qui jouaient en plus pour des clubs amateurs en Espagne ou Ouais, c'est un truc de ou ouf. en France même. Je sais pas s'ils se sont qualifiés. Je crois qu'ils ont gagné leur premier match en sélection. Enfin, c'est la première fois que la sélection nationale gagne un match, je crois. Mais je suis pas sûr. Ils avaient accédé à la compétition d'une manière un peu particulière parce que l'Espagne avait pris la dernière place qualificative en Europe. Ouais. Mais finalement, il y a eu un problème sur la déclaration des joueurs, je crois, sur une feuille de match où l'Espagne a été disqualifiée, malheureusement pour les Espagnols, mais ça a fait le bonheur des Portugais qui sont allés jouer la compétition à fond et qui ont réussi à gagner un match. Ouais, en plus ils ont fait une belle perf quoi. Enfin, en plus c'est agréable de les voir juste se donner à fond comme tu dis, bien sûr. de voir les joueurs qui ont envie de tout choper quoi.